propose aussi aux gens, ce sont des occupations. Et ça, c'est important. Donc, les jeudis après-midi, il y a possibilité de venir donner un petit coup de main, ou de venir papoter, ou de venir poser des questions. Donc, tous les jeudis après-midi, de 2h à 5h30, donc 17h30, donc 2h, 14h, hein, parce que 2h, là, on dort. Mais, donc, on est toujours les bienvenus. De retour sans prévenir, sans prendre rendez-vous, parce que pendant tout un temps, on a pris pas rendez-vous parce qu'on ne pouvait pas être plus nombreux que 7-8 personnes dans la salle. Hein, donc maintenant, c'est de retour ouvert. Donc il y a moyen de venir donner un coup de main, d'éventuellement fabriquer des sachets sur place, éventuellement, quand ça sera le mois de décembre, il y a déjà même quelques graines qu'on a reçues. Hein, mettre des graines en sachet. Ici, pour l'instant, ce sont des gens qui s'occupent à enlever tout ce qui n'est plus valable. Il y a toujours à faire. On ne demande pas mieux aussi d'avoir des gens qui donnent un coup de main dans le jardin. En même temps, ça nous aide beaucoup. En même temps, ils apprennent aussi des choses. Parce que le faire et l'entendre comment il faut faire, c'est pas la même chose. Hein, on apprend toujours mieux en le faisant. Il y a, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Oui, non, oui. Donc, pour l'instant aussi, on a les oignons à planter, qu'on plante avant l'hiver, donc le plus tôt possible, qui donnent presque de meilleurs résultats que les oignons qu'on plante au printemps, parce qu'ils ont beaucoup d'avance. Un oignon ne gèle pas, là, il ne gèle très peu. Parfois, le bout des feuilles gèle, mais après ça reprend, mais il faut déjà qu'il gèle très fort. Donc là, on sait éventuellement, les périodes de forte gelée, mettre un petit voile ou mettre quelque chose pour les mettre un peu à l'abri. Quoique, pour les tuer, il faudrait déjà qu'ils gèlent très, très, très fort. Et les oignons ne gèleront pas, même pas la verdure. Donc, ils ont beaucoup d'avance sur ceux qu'on va semer ou qu'on va planter au printemps. Ils seront déjà bien enracinés, ils auront déjà une verdure souvent de cette taille-là. Hein, et on sait que l'oignon, son cycle de vie s'arrête avec les beaux jours. Donc le plus qu'il a été planté tôt, le plus qu'on a de beaux résultats. Les oignons vont très bien dans une serre froide, dans une couche quand même un peu aérée. Il ne faut pas que c'est une couche fermée hermétiquement, parce que là, il y aura beaucoup d'humidité. Mais dans une serre froide, ça va très bien, et dans le jardin également. Le seul ennui dans le jardin, c'est que, bon, on a plus possibilité d'avoir des limaces ou des oiseaux qui pourraient tirer dessus, ou le chat qui vient gratter. Mais bon, là, il y a aussi moyen de mettre un petit grillage, de mettre, dans le temps, on mettait des branches. Quand on élaguait les arbres, on mettait ça au-dessus. Les merles, ils n'aiment pas trop d'aller là-dedans, les chats non plus. Hein, donc maintenant, on sait avoir un bout de grillage, on sait mettre quelque chose, un voile. On doit s'imaginer un petit peu ce qu'on pourrait faire. Puis dans nos régions ici, dans le nord de la France et nord-ouest de la Belgique, il y a aussi un problème peut-être d'humidité. Donc pour parer à ça, c'est tout simple, c'est de créer une petite butte avant de planter l'oignon ou l'ail. Mais je vais parler de ça juste après. Et je vais faire référence d'ailleurs aux vidéos que Michel a fait à Albec, qui sont quand même bien faites et qui nous donnent beaucoup d'informations sur ça. Donc, l'occupation, l'alimentation bio. Donc, il y a tout ce petit coin avec surtout Françoise qui s'occupe de ça. Donc aussi le même système, un groupement d'achat. On n'est pas un magasin, on est un groupement d'achat et on vend à quasi au prix du gros. Pourquoi quasi? Parce qu'il y a toujours des pertes, donc on ne peut pas travailler à perte non plus. La bibliothèque. Donc la bibliothèque est toujours disponible pour les membres, à condition qu'on s'inscrit. Donc on laisse la trace
de qui on est, de ses coordonnées, téléphone ou Internet éventuellement, et qu'on ramène les livres maximum 1 à 2 mois après qu'on les a empruntés. Et là, je voudrais quand même aussi, et j'en profite que ça passe aussi pour les internautes, rappeler qu'il y a encore pas mal de livres qui ne sont pas revenus. Peut-être par oubli, peut-être à cause du Covid que les gens n'ont plus eu l'occasion de revenir. Pendant un certain temps, je parle surtout des gens qui habitent plus loin. Hein, donc voilà, pensez à ramener les livres qui peuvent servir à d'autres personnes à ce moment-là. Un des services est l'Overblog, que c'est surtout Michel qui s'occupe. Donc là, on a beaucoup de renseignements. Regardez de temps en temps pour avoir des informations pratiques, comme ici par exemple, que la réunion redébutait, ça a été mis sur l'Overblog. Mais bon, si on ne regarde pas de temps en temps une fois, on loupe peut-être aussi des choses. Et il y a aussi tout à revoir. Il y a aussi, avant on donnait sur papier, mais sur l'Overblog, on s'est trouvé par exemple les périodes de semis mois par mois, ce qui est le moment de semer, etc. Bien sûr qu'ici dans les réunions, on en reparlera et par après, on va peut-être plus parler concrètement jardin. Aujourd'hui, je parle surtout un petit peu globalement de l'association, etc. Bon, après, on va finir quand même comme auparavant et j'ai quand même prévu des choses aujourd'hui aussi. Mais on est un peu pris par le temps. Quand je parle de temps, il faut savoir aussi qu'on a un petit peu revu notre plage horaire. Donc la réunion finira à 11h30 et si je n'y pense pas, parce que moi parfois quand je parle, je ne vois pas l'heure passer, il faudra me signaler que ça sera l'heure d'arrêter. Et à 12h15, on aimerait bien que les gens ont fini leurs achats ou leurs questions qu'ils posent, etc., pour que les bénévoles puissent quand même rentrer chez eux aussi et avoir une vie de famille. Avant, Gilbert habitait ici, donc lui, bon, à la limite, il s'en foutait. Parfois, il rentrait même dans sa maison, malgré qu'il y avait encore des gens ici. Bon, maintenant, ce n'est plus la même chose, donc essayez de respecter. Le local est ouvert à 9h, donc entre 9h et 10h, moins 5, on sait se fournir éventuellement en graines. Et après la réunion, jusqu'à 12h15, donc encore 3/4 d'heure, qu'on peut éventuellement prendre des graines, poser des questions ou se fournir du côté de l'alimentation. Voilà. Il y a aussi le mini-marché qui continue. Celui qui a des surplus peut éventuellement ramener, à condition que ça soit pas trop cher, quoi, hein, que c'est plus un genre d'échange. Mais comme tout le monde n'a pas des choses à échanger, on échange contre un petit peu de monnaie certaines choses. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour, à part que, bon, bien sûr, comme on est un groupement d'achat, il faut être membre. Bon, ceux qui sont ici aujourd'hui, ils savent, mais pour les internautes, ça coûte 2 € par an de cotisation. Donc, vous êtes inscrit, comme ça, si on a un contrôle, on est en règle avec la loi, hein, qui n'empêche pas de s'acheter des choses ensemble, quoi, hein, en fait. Voilà, la plantation de l'ail et des oignons. Donc là, on va aller un petit peu plus pratique. J'ai plus qu'une demi-heure, mais bon, on va essayer d'arriver. Et je dis d'office, j'allais le dire à la fin, mais d'office, regardez un peu les vidéos que Michel a mis en octobre 2018 sur justement ces questions-là. Il y a 3-4 petites vidéos qui sont fort explicites là-dessus. Bon, maintenant, chacun a sa façon de faire son jardin. À Albec, c'est plus un jardin donc, de plusieurs personnes, donc c'est à la limite, plus grande capacité peut-être qu'un jardin personnel chez soi. Mais moi, je dirais que chacun doit faire son jardin.
quand on regarde 1000 jardins, on doit avoir 1000 jardins différents. Hein. Et tous les modèles de jardins sont valables à condition qu'ils conviennent au jardinier et à sa famille. Hein. Donc, faites avec ce que vous avez envie de faire, avec le temps que vous avez. Ne voulez pas, il ne faut pas vouloir faire un concours avec les voisins pour avoir le plus de poireaux possible et après devoir les mettre au compost parce qu'on en a mis beaucoup de trop. Hein. Donc, essayez de faire chacun un jardin dans lequel on se sent bien. Que ça soit maintenant avec des lignes à rang aux petits soldats, ou que ça soit des petits carrés de différentes choses, ou que ça soit des jardins en carré, carrément, donc avec éventuellement des planches de bois autour, etc., avec des allées autour. Maintenant, c'est un peu beaucoup la mode. Que ce soit un jardin beaucoup plus naturel où ce que tout se pousse un petit peu pêle-mêle, tous les jardins sont les meilleurs à condition qu'ils conviennent aux gens. Celui qui est très mathématique, il va tout mettre au centimètre près. Celui qui est plus spontané, il va peut-être pas regarder nécessairement à tout ça. Hein. La rotation, bien sûr, quand on fait des cultures assez importantes sur une même surface, on va faire peut-être plus attention à la rotation aussi. Tandis que si on travaille avec des petits bouts de terrain, un petit peu par-ci, par-là, parce que ça peut être mélangé, hein, on peut avoir un tipi avec des haricots, à côté mettre une courgette, de l'autre côté mettre un petit carré de carottes, etc. On doit c'est l'imagination qui va faire que le jardin va se sentir bien. Celui qui est mathématicien et qui aime bien de tout ce quoi rectiligne, etc., ben, il le fait comme ça. Hein. Celui qui n'aime pas de voir un cruyot, ben, il va essayer de les éliminer en mettant, et de toute façon tout le monde devrait mettre un compostage de surface, hein, qui fait gagner beaucoup de temps, beaucoup de nourriture pour les plantes, beaucoup moins d'arrosage, etc. Mais bon, de tout ça, on va revenir plus tard. Mais le message que je veux surtout faire passer, n'essayez pas d'imiter le jardin de quelqu'un d'autre. Gilbert disait souvent aussi, il ne faut pas faire un jardin de fou comme moi je fais ici. Hein. Donc voilà, mais si on est fou, fou entre guillemets, faites un jardin un petit peu plus foufou que d'autres. Quoi, hein. Donc faites votre jardin à vous. Mélangez les fleurs éventuellement avec les légumes, ça attirera les abeilles, etc. Bon, et l'imagination est fort importante pour la bonne santé, je trouve, des gens. Donc ça, je trouve que c'est le fondement du jardinage, c'est se sentir bien dans le milieu qu'on est, ne pas être esclave aussi. Il ne faut pas devenir esclave et vouloir absolument être tout le temps là, mais ça vient. On devient esclave sans l'être parce qu'on a tellement envie de le faire, mais ce n'est plus un esclavagisme à ce moment-là. C'est une envie, c'est être aspiré dans son jardin. Passion. Une passion. Voilà, donc les oignons d'automne. Ici, cette année-ci, c'est la variété Shakespeare parce que les radars, notre fournisseur, ne les faisait plus. J'ai un petit peu cherché sur Internet et les oignons Shakespeare, on trouve que sur des sites anglais. C'est une obtention anglaise qui, d'après eux, conserve encore. C'est une variété qui conserve le mieux par après. Hein, donc, pour la conservation. Et quand on fait traduire par Google, ils disent qu'ils ont une bonne peau, mais il ne faut pas comprendre peau, mais plutôt une bonne chair. Hein, parce que Google, il traduit parfois un petit peu à la 3615 aussi. Hein. Donc, c'est surtout pour les avoir plus tôt. Mais justement, les Shakespeare sont un tout petit peu plus tardifs que les radars. C'est-à-dire 1 à 2 semaines, ce qui n'est pas très important, mais de toute façon, comme je disais, quand c'est le moment, tous les oignons tombent morts, qu'ils soient placés ou plantés tôt ou tard,
Et la seule différence, c'est qu'ils seront plus ou moins gros. Hein. Donc, voilà. Maintenant, celui qui aime bien va peut-être les manger avant d'obtenir les gros oignons et les manger en verre, hein, coupés dans la salade. Pour ça, on peut éventuellement aussi serrer les rangs un petit peu plus et prélever entre deux pour manger en verre. Ça, c'est une possibilité de faire aussi. Donc le but de cette culture d'hiver, c'est aussi d'avoir les oignons beaucoup plus tôt à manger. À en manger justement en verre. Donc le but, c'est pas de les garder pour conserver comme on fera avec les oignons de printemps. Donc c'est en plus petite quantité, d'ailleurs c'est plus cher à l'achat, mais c'est un oignon qui pousse bien l'hiver et qui donne de très bons résultats, donc de beaux calibres. Mais qui conserve quand même, d'après cette variété conserverait quand même presque autant que ceux des printemps. On démarre printemps. plus tôt, donc forcément, si on les récolte en juin, tandis que les autres, c'est quand même un mois plus tard, et la conservation est quand même meilleure. Enfin, il faut les laisser aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils tombent morts, si on veut, et les cueillir à ce moment, les enlever à ce moment-là. Moi, je l'utilise plus en oignon à manger à partir de mai, juin, et ça, je le mets principalement en serre, et ça me permet ensuite de pouvoir mettre autre chose à la place. Ouais, aussi. Donc ça, il faut un peu penser aussi que si on utilise ça, c'est rien que pour des oignons, voilà. Donc c'est aussi pour dire d'avoir une culture en hiver et de pouvoir manger très tôt des oignons, et ensuite pour pouvoir mettre tout de suite autre chose après. Et ça, je vais l'expliquer un peu dans des vidéos. Je suis occupé de filmer ça, et je vais mettre ça aussi sur le blog dès que c'est monté. Donc il faut en effet choisir son emplacement. Par exemple, moi je mets ça près de la paroi sud de ma serre. Donc ça prend pas plus que... j'ai fait une double rangée, après avec les verdures, ça prend pas beaucoup de place. Ce qui n'empêchera pas déjà au printemps de planter les poivrons, éventuellement les tomates, etc. et laisser encore les oignons en place. Par après, on sait aller les récolter entre deux. Hein. Donc tout ça, c'est un petit peu l'imagination et le savoir-faire qui vient un jour à la fois, quoi. Hein. Donc on va les mettre sur des rangs simples, sur des rangs doubles, voire triples. Hein. Albec il plante, mais là il montre surtout les plantations de printemps, hein, sur des rangées plus ou moins triples. Hein. C'est double. Double, mais 3 à la fois, quoi. Hein. Ah oui, par 3. Ouais. Ouais. Donc voilà, on laissera au moins une dizaine de centimètres entre chaque oignon, 10-15 centimètres, si on a beaucoup de place, 20 centimètres. Voilà, comme on peut. On ne va pas nécessairement les faire revenir au même endroit l'année d'après. Voilà. Si on met des rangs, on va les mettre au moins espacés de 60 à 70 centimètres pour pouvoir cultiver autre chose entre deux, par exemple des laitues, mais surtout ce qui est intéressant, c'est entre les oignons, l'ail, éventuellement le poireau, d'aller semer des carottes, parce qu'ils s'entendent fort bien entre eux et ils chassent un petit peu les ennemis l'un de l'autre. Effectivement, quand on a un terrain fort humide, on va faire des petites buttes. Une petite butte, c'est plus ou moins 20-25 cm de large et 5 à 10 cm de haut. Hein, et on va planter au-dessus. Pourquoi? Parce que l'eau qui pourrait éventuellement stagner va stagner au niveau du bas de la butte et on aura 5 à 10 cm qui seront un petit peu plus drainés. Si on n'a pas encore de la place dans sa serre pour le faire, on peut éventuellement déjà les pré-planter dans des pots, mais pas des tout petits pots, hein, des pots quand même assez importants parce que ça fait beaucoup de racines quand même. Hein, donc, et ne pas attendre trop longtemps. On peut gagner un mois et demi, mais il ne faut pas les laisser traîner et les planter au printemps. Hein, c'est pas la bonne idée. Mais
en attendant qu'on sait peut-être retirer les plants de tomates, on peut s'organiser comme ça. Donc entre deux, on peut venir mettre de laitue. Entre les laitues, on sait éventuellement mettre les choux de Bruxelles ou autre chose. Donc là, c'est aussi encore une fois l'imagination et le partage entre les différents jardiniers et les cours d'ici qui vont nous donner des idées pour les semis qu'on peut faire entre deux. Ils aiment bien le plein soleil. Donc mettez pas ça quelque part à l'ombre. Ce qu'ils aiment bien aussi, c'est un pH un petit peu plus élevé. Donc 7, même un petit peu plus haut. Qu'est-ce qu'on sait faire pour ça? On ne doit pas faire tout son terrain à un pH plus élevé. On va légèrement, soit à la plantation, mais c'est mieux de le faire quand ils ont déjà un peu de verdure, poudrer, mais c'est poudrer, hein, pas jeter, hein, poudrer des algues marines qui vont donner un pH local qui va être un petit peu plus élevé. Donc voilà. Elle n'aime surtout pas des fumures fraîches, surtout pas trop d'azote. Quand j'ai parlé tout à l'heure de poudre de sang, il ne faut surtout pas donner ça aux oignons. Ils vont peut-être pousser, hein, mais ils vont surtout très vite périr par après et pas du tout conserver. Trop d'azote, non. Surtout pas trop d'azote. Un petit peu de potasse leur fait du bien, et un petit peu de chaud, donc éventuellement, quand ils ont commencé à pousser, on peut mettre un peu de cendre de bois, ça coûte rien. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. Un petit peu de poudre de sang au-dessus, ça va aussi aider. Quand on a planté l'oignon, on va d'abord un tout petit peu travailler la terre, on va la légèrement retasser un petit peu, et on va planter l'oignon, qu'on voit où ils sont quand on a fini la plantation. C'est-à-dire que la petite pointe doit dépasser. Beaucoup de gens vont planter l'oignon à 2-3 cm de profond. Non, c'est pas comme ça qu'un oignon pousse. Quand vous regardez le jardin, vous allez voir que l'oignon se trouve sur le sol et pas dans le sol. L'ail, c'est la même chose, l'ail ordinaire, parce qu'ici maintenant on a aussi de l'ail à vendre pour avant l'hiver. Après l'hiver, on aura l'ail de rattrapage, parce que les plus belles têtes d'ail seront celles de l'ail qu'on a planté avant l'hiver. Je ne sais plus ce que j'étais occupé de dire. Oui, donc l'ail doit aussi être planté presque à la surface. Mais de toute façon, ces plantes-là, quand les racines ils vont sortir, ils vont se pousser d'elles-mêmes hors du sol. Et parfois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est de ce truc-là? Et on va aller re-enfoncer les bulbilles dedans. Non, parce que là, vous allez déjà casser toutes les racines. Donc ça sera déjà très mauvais. Mais justement, ils se protègent contre le trop gros d'humidité en poussant comme ça sur le sol. Et en aidant avec encore éventuellement une petite butte, on va encore gagner davantage. Si maintenant on a par exemple des jardins en carré, ils sont déjà souvent surélevés. Donc là, il ne faut plus faire des buttes sur la butte. Hein. Donc là, on peut mettre directement au-dessus du sol. Tout ça dépend aussi de la qualité de votre sol. S'il est fort argileux, il va être beaucoup moins perméable qu'un sol qui est un peu sablonneux, qui a déjà eu pendant des années beaucoup de compost qui est devenu fort noir, que c'est presque du terreau. Ben, souvent, dans ces terrains-là, on ne doit plus faire des buttes non plus. Déjà, dans un terrain comme ça, les buttes, elles vont s'effacer tout seules et elles vont se raplatir tout seules. Donc, à ce moment-là, ça devient un travail même un peu inutile de le faire. Alors, donc mettre les algues marines et aussi un mulch. Et ça peut aider parfois si on a un terrain un petit peu trop riche en azote, parce qu'on sait quand on met un mulch, surtout de paille ou de foin, que ça fait comment on dit maintenant, un manque d'azote, Fin d'azote. une fin d'azote.
Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce sont des choses carbonées qu'on met au-dessus qui ont besoin d'azote pour se décomposer. Donc, le sol va mobiliser l'azote qu'il a pour détruire l'intrus. Parce qu'en fait, c'est un peu un intrus qu'on met au-dessus du sol. Hein. Donc, il va être moins disponible aux oignons. Donc, si vous avez, mais il ne faut pas mettre une couche comme entre les tomates, hein, une fine couche de paille au-dessus de tout, va déjà protéger un petit peu de la vue des oiseaux, hein, et va aussi peut-être empêcher le chat de venir gratter un petit peu. Va un petit peu donner une terre moins fraîche ou moins froide. C'est pas beaucoup, hein, mais ça aide un tout petit peu. Donc ça peut être une bonne idée. Donc quelque chose, un mulch, alors pas du gazon, hein, ou un gazon vraiment déjà séché en foin, hein, mais pas nécessairement du gazon frais. Et le gazon frais, de toute façon, c'est en très fine couche qu'on met ça. Hein. À la plantation ou quand c'est vert? S'il te plaît? À la plantation ou quand c'est vert? Tu peux mettre à la plantation du moment que c'est pas épais. Hein. Il faut qu'on voit encore le germe de l'oignon qui dépasse du sol. Donc en hiver, c'est peut-être moins pour garder l'humidité, mais ça sera important. Et à ce moment-là, on peut peut-être rajouter une petite couche au printemps, quand tout ça s'est un petit peu décomposé, diminué par les pluies et tout ça. Ce sont aussi les vers de terre qui vont venir chercher et tirer ces morceaux de paille en dehors et en profondeur, quoi, hein. Donc en même temps, ça va nourrir un petit peu le sol aussi. Et pour l'arrosage dans la serre? L'arrosage dans la serre, oui, mais plutôt un arrosage, disons que là, on n'aura pas nécessairement un inconvénient pour les oignons. L'ail ne va pas dans la serre. Ça marche pas bien. Tu n'auras pas beaucoup de résultats. Mais pour les oignons, avec un arrosoir ou avec un tuyau, avec une pluie, ça va être très bien. Il faut savoir que maintenant que tu parles de la serre, n'oubliez pas pendant tout l'hiver d'arroser votre serre, même s'il n'y a pas de plantes dedans, hein. Donc il faut nourrir et il faut abreuver tous ces micro-organismes qui sont dans le sol, parce qu'une serre sans eau pendant tout l'hiver, c'est un terrain mort, un désert au printemps, hein, et qu'il faudra énormément d'eau pour pouvoir humidifier tout ce sol. Et si jamais on a fait cette erreur-là, à ce moment-là, rajoutez surtout du compost. Décomposé éventuellement, mais du compost. S'il est bien décomposé, on peut le mélanger dans le sol. C'est pour rendre la vie, hein, pour mettre de retour des organismes vivants dans votre sol. Parce qu'un sol qui a été desséché comme ça, il est mort, hein, il n'y a plus rien. Donc la plante ne va plus s'y retrouver. Et les engrais organiques qu'on va rajouter ne vont pas fonctionner. Si, quelques mois plus tard. Mais je dis bien quelques mois. Hein. Donc moi, j'ai des cuves à gauche et à droite où il y a des toits du poulailler, où il y a des toits de la serre et tout ça. Les cuves ne doivent jamais déborder en hiver. Ils doivent, à fur et à mesure, quand ils sont à 3-4 pleins, avec éventuellement une pompe vide-cave, être aspergés dans la serre. Hein. Et c'est comme ça aussi que je garde l'humidité dans le sol pour l'été prochain, pour les tomates par exemple. Quand le sous-sol est bien humide et après avec une bonne couche de paillage au-dessus, ça reste très longtemps humide. Mais l'humidité reste dans le sol. Et ça c'est important. Cette année-ci surtout, il y a beaucoup de gens. On m'avait demandé, tu vas parler des tomates avec le mildiou. Bon, le mildiou dehors, c'était presque impossible cette année-ci d'avoir peut-être 2-3 tomates au début, après c'était fini.
Mais dans les serres, il y a beaucoup de gens qui ont eu aussi la blague d'avoir le mildiou dans la serre. Ça, c'est parce que l'atmosphère dans la serre était trop humide et trop longtemps, parce qu'il faut quelques heures d'humidité du feuillage pour que le mildiou il puisse s'y attaquer. Mais quand on n'a pas de mulching, il y a toujours l'évaporation. Hein. Quand on a une terre plus ou moins humide en dessous, mais il faut savoir, quand on habitue les plants de tomates, par exemple, à ne pas avoir de l'eau à proximité en surface, ils vont aller plus profondément et ils vont s'abreuver tout seuls en émettant des racines beaucoup plus profondes. Hein. Donc à ce moment-là, ici pendant l'été, j'ai peut-être arrosé une fois mes tomates. Je les ai arrosées à la plantation, dans le trou de plantation, avant de mettre la plante dedans. Comme ça, l'eau va en profondeur. Et mon plant de tomates que je plante déjà plus ou moins profond va émettre des racines qui vont aller chercher l'eau que j'ai mis au pied. Je ne mets pas de l'eau autour, mais que au pied. Après, j'arrose avec des pots que je plante juste à côté. Déjà, l'eau va commencer à sortir du pot à une hauteur de 10-15 cm, même plus quand c'est des grands pots. Donc je ne vais pas avoir autant de vapeur dans la serre. Ce qui peut être important aussi, et ça vous pouvez le voir chez vous, si vous avez des nuits fraîches, maintenant on le voit tout de suite, hein, c'est qu'il y a une condensation qui se fait en haut de votre serre et ça fait tomber des gouttes. Et c'est là qu'on attrape le mildiou. Moi, j'ai doublé ma serre, donc j'ai mis un plastique sous le toit. Comme ça, il y a déjà beaucoup moins d'humidité qui va se condenser contre la paroi, parce que la paroi la plus proche des tomates, elle est moins froide. Et s'il y a quand même de l'eau, ben, ça tombe sur le plastique qui va faire dégouliner sur le côté. Et ça ne va pas tomber sur les plants. Ça, c'est exceptionnellement peut-être, mais vu ce qu'on connaît d'habitude en Belgique, c'est pas l'unique année où ce que ça va se produire. Hein. Donc c'est une possibilité. Mais il faut surtout en été aérer jour et nuit. On ne ferme pas la serre à tomates la nuit, même s'il y a des nuits qui vont être fraîches. Parce que là, justement, vous allez avoir beaucoup de condensation supplémentaire qui, tôt au matin, quand les premiers rayons de soleil, et que nous, on est peut-être encore dans son lit, vont tomber sur les feuilles de vos tomates. Donc le mildiou vient surtout par l'humidité sur les feuilles des tomates. Pas au pied, mais sur les feuilles des tomates. Et l'arrosage des oignons dans la serre, Oui. une fois par semaine? Oui, ça dépend un peu aussi la quantité d'eau qui tombe, parce que l'eau peut à un moment donné monter aussi en surface. Il faut un petit peu gratter, tant que c'est encore bien humide, il ne faut pas arroser. Hein. Et comme on plante ça à partir de maintenant, donc il y a quand même une bonne partie de la culture qui se fait en hiver. Donc forcément, il y a moins d'évaporation. Donc moi, je pense ça reste plus longtemps. Arroser. On peut voir ça un peu à l'état du terrain en surface. Et de toute façon, c'est comme Ignace avait dit, bon, il faut aussi arroser la terre de sa serre pour garder l'activité des micro-organismes du sol. Parce que c'est eux qui alimentent vos plantes, qui vont nourrir vos plantes. Donc, puisqu'on donne des engrais non solubles, donc forcément, c'est les micro-organismes qui sont dans le sol, qui travaillent avec les sécrétions des racines des plantes, qui donnent de la nourriture. Hein. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne en jardinage biologique. Hein. Donc on ne court-circuite pas le travail des micro-organismes du sol. Donc pour ça, il faut leur donner des conditions pour se développer, donc l'humidité, la nourriture. Moi, par exemple, l'engrais dans ma serre, je la mets maintenant, pour l'année prochaine. Le compost aussi. Hein. Bon,
c'est vrai qu'on peut avoir une serre remplie, et j'en ai rempli de légumes. J'en ai une que je consacre surtout aux tomates. Alors là, je mets moins de culture en hiver. Donc là, j'ai la possibilité de mettre éventuellement des fumiers, etc. pendant l'hiver, qui se décomposent durant l'hiver. Mais j'ai d'autres endroits où ce que je cultive pour avoir des légumes en hiver. Moi, je crois qu'une bonne façon de faire, c'est ce que moi j'applique avec, c'est vraiment mettre l'engrais au pied des tomates. Parce que ça, ça sert de couverture de sol pour empêcher l'évaporation de l'humidité. Et en même temps, ça nourrit le sol. Et l'année suivante, c'est pas à cet endroit-là que je mettrai non plus les tomates, puisque je fais une rotation dans les serres. Ben, ça nourrit déjà pour toutes les plantations qu'on va faire maintenant et au printemps. Donc, et tout ça, ça sera déjà bien décomposé et accessible aux jeunes plantes qu'on mettra au fur et à mesure de la saison. Bon, il est presque d'heure. Il est l'heure, mais on a commencé 5 minutes plus tard. N'oubliez pas les fraises. Hein. C'est un petit peu tard déjà, mais les fraises surtout de printemps, donc on va manger au mois de mai, donc ils ne sont pas remontantes. Il est plus que temps de les planter. Disons que si on doit en acheter dans le commerce, ils sont déjà plantés, ils ne vont pas trop souffrir de les replanter, mais si on doit prendre des stolons de son propre jardin ou de chez un ami, il faut essayer d'avoir le plus possible de terre autour pour ne pas couper toutes les racines. Un fraisier a surtout des racines en surface et quand on n'a presque plus rien, ils vont prendre du retard. Mais on aura beaucoup moins de récoltes l'année prochaine. Bon, il y a beaucoup de variétés. Moi, je pense à la gariguette, par exemple, qui est une des premières, une des plus goûteuses, mais pas nécessairement la plus grosse. Il y a la Dar Select qui vient juste après, qui est nettement plus grosse et qui est très très bonne aussi. Il y a El Santa qui donne une forte production, à mon avis peut-être moins goûteux que les deux précédentes. Après, vous avez les fraisiers remontants. Et là, on peut c'est mieux de les planter maintenant aussi parce qu'ils seront beaucoup mieux implantés l'année prochaine. On aura déjà une meilleure récolte au printemps aussi et une deuxième récolte qui sera meilleure en automne, en été plutôt. Et maintenant, hein, on sait encore en manger maintenant. Ça commence à plus être le meilleur goût, hein, mais voilà. Donc là, je pense par exemple à la Charlotte, à la Mariguette, qui est une hybridation entre la Gariguette et la Mara des Bois. Donc c'est une nouvelle obtention depuis quelques années, mais qui donne vraiment des fraises très goûteuses. Peut-être un petit peu moins gros que certaines autres. Et la Mara des Bois, bien sûr, qui a un petit goût de fraise des bois, mais qui est nettement plus grande qu'une fraise des bois. Voilà, malheureusement c'est l'heure. J'avais encore prévu plein de choses, mais bon, ça sera pour une autre fois. Merci de votre patience et de votre écoute. Une question. Oui, vas-y. Est-ce que à Albec, vous arrivez à avoir des carottes toute l'année? Parce que moi, à partir d'avril jusqu'à juin, je n'ai plus de carottes. Et à quel moment il faut les semer pour en avoir au printemps? Parce que les petites courtes, quand je les sème, elles sortent 4 mois après. Oui, mais je pense que dans tout jardin, il y a aussi des périodes où on mange certains légumes. C'est-à-dire que, je vais prendre un autre exemple, les haricots verts, il ne faut pas non plus espérer avoir des haricots verts toute l'année. Donc, la carotte, c'est quand même une culture qui couvre une bonne partie de l'année, puisqu'on peut en semer très tôt au printemps, même en serre, pour avoir plus tôt. On peut encore, pendant cette période-là, avoir des carottes qui sont en conservation dans des fûts ou, bon, peu importe, dans un trou quelque part. Ils prennent des Ça se racines à conserve partir très d'avril. longtemps. Ils sont pleines de racines à partir d'avril. Les carottes qui sont encore en terre, c'est... Oui, on ne peut pas les mais avoir justement, que juillet comme ça. moi je pense que on fait des semis très tôt au printemps, puis on fait des semis de saison,
Et puis il y a un semis pour des carottes d'hiver de conservation. Donc souvent ce sont des carottes longues que l'on sème à partir de mi-mai. Donc ça c'est les carottes de provision d'hiver. Et ceux-là, souvent on les arrache du jardin à partir de novembre, octobre-novembre, et on les met dans, par exemple, du sable, de la taupe, ou dans un trou, dans une serre ou dans une couche protégée de l'humidité. Parce que dans un sol de jardin, ça peut être soit mangé par des mulots, peut être piqué par des vers, etc. Ou bien il s'enracine, il y a à nouveau de nouvelles racines qui viennent. C'est comme si la carotte commençait à repousser. Donc ça veut dire que voilà, cette carotte, elle doit être mangée à un certain moment donné. Donc les carottes qu'on sèmera au printemps, très tôt, on ne pourra plus les manger l'hiver puisqu'elles deviendront plus dures. Donc le cœur sera peut-être un peu plus dur. Donc ils vont s'éclater. Donc la carotte va éclater. Donc je crois que la carotte, on peut quand même couvrir une bonne partie de l'année, mais peut-être bien qu'il y a une petite partie de l'année que voilà, il faut peut-être manger autre chose. Ce que tu peux peut-être essayer aussi, c'est de mettre une carotte un peu plus tardive que ce qu'on indique, plus tôt, hein, qui met plus longtemps, comme beaucoup de légumes. Il y a des légumes qui ont un cycle de vie plus court que d'autres. Les petites carottes courtes, là, effectivement, elles vont très vite. Mais si, et Gilbert, à la fin, il commençait à dire aussi que les carottes, on ne doit pas nécessairement regarder tout à fait la période de semis préconisée. On peut, mais il faut essayer. Je n'ai pas encore essayé, donc je parle un petit peu dans le vide comme ça, mais c'est peut-être une possibilité. Parce que toi, c'est la période, là, juste avant l'été, qui te manque éventuellement des jeunes carottes. Alors je pense que ceux qui ont une serre, par exemple, peuvent très bien commencer avec les carottes courtes, comme vous dites. Ce sont des carottes grelots. Donc c'est plutôt des boules que des Ils sont longs de pousser. grelots. Donc on peut mettre maintenant peut-être les carottes grelots dans la serre. Ouais. On pourrait semer, mais il faut aussi se dire que maintenant, tous les semis qu'on fait maintenant, c'est beaucoup plus aléatoire parce qu'on n'a plus des températures idéales pour la lever, ça va traîner et ensuite je pense que pendant tout l'hiver ça va traîner, puis dès qu'il va faire bon, ça va, même si vous avez des plantules, ça va monter à graines. Donc moi je trouve que les semis de carottes très tôt, soit les courtes ou bien les demi-longues en préactif, ça doit se faire en fin janvier-février dans une serre, parce que on va vers du meilleur, donc les conditions viennent de mieux en mieux. On a plus de lumière aussi, très important pour les semis. Et essayer des variétés aussi, essayer des variétés plus longues. Peut-être que tu vas prolonger aussi de un mois de récolte, peut-être. Merci. Mais ce n'est qu'en essayant qu'on sait beaucoup de choses. N'oubliez pas aussi qu'on a le livre ici, donc c'est un condensé de tout ce que Gilbert a parlé pendant des années, peut-être sur 10, 15, 20 ans. Toutes les choses qu'il nous a appris sont reprises dans ce livre-là. Il est à la disposition là près de Monique. S'il y a des gens qui veulent de l'ail, il y a moyen d'en avoir près de Monique parce que là c'est au poids. Tandis que les petits oignons, ils sont dans des sachets de 250 grammes pour 1 euro. Et l'ail, c'est 8 euros du kilo. Voilà. Merci Niat. De rien.